Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce joyau architectural conçu spécialement pour l'exposition universelle de 1900, le Petit Palais. C'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Focus sur la peinture anglaise du XVIIIe à travers le combat de deux géants du portrait. De Moscou à Hong Kong, je vous donne des nouvelles de la planète culture. Détour par la 23e édition de Paris Photo, la première foire mondiale dédiée à la photographie. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Les années 1760 ont marqué un tournant pour l'art britannique. L'ascension simultanée de deux peintres illustre parfaitement ce moment charnière. Thomas Gainsborough et Joshua Reynolds découvraient le portrait d'une rivalité. Ils sont les deux plus grands portraitistes de leur temps. Reynolds et Gainsborough s'imposent en Angleterre à partir des années 1760. Bien qu'animés d'une même ambition, ils vont poursuivre une trajectoire et des objectifs artistiques très différents. On a d'un côté Reynolds qui est un peintre mondain, quelqu'un qui nourrit des ambitions intellectuelles, qui a une approche de l'art très théorique. De l'autre côté, on a Gainsborough qui lui est beaucoup plus spontané, qui n'aime pas trop la théorie, qui est aussi beaucoup plus en retrait de la société. La critique de l'époque les oppose, alors les deux artistes en jouent en produisant des œuvres qui invitent à la comparaison. On sent que Reynolds travaille la matière en relief avec des effets d'empattement, c'est un peu grumeleux. Tandis que Gainsborough, c'est tout en fluidité, des coups de pinceau rapides. Dans leur portrait féminin, la femme n'est là encore pas brossée de la même manière. Chez Reynolds, elle se réfère au passé. Il fait beaucoup de références savantes à l'Antiquité, avec la position des mains de la jeune femme, notamment. Tandis que Gainsborough, c'est tout le contraire. Lui, sa représentation de la femme, elle est ancrée dans le temps présent. Le vêtement est très chatoyant, très brillant, très à la mode. Et puis, il y a dans la pose quelque chose de beaucoup plus nonchalant, de beaucoup plus naturel. En 1768, les deux maîtres comptent parmi les fondateurs de la Royal Academy, institution majeure qui fait passer l'art de la sphère privée à un cadre public. Ces expositions, c'est fondamental pour la période, parce que c'est là où les artistes se montrent. Elles obligent aussi les artistes à affirmer une personnalité pour se faire remarquer. Se faire remarquer dans ces expositions devient un enjeu. Et pour se faire remarquer, on cultive aussi l'originalité. Cet âge d'or verra alors s'exprimer une diversité de peintres et de styles, comme Turner, considéré aujourd'hui comme l'une des grandes figures de l'art britannique. Art Basel qui se dessine dans un contexte politico-commercial compliqué à Hong Kong, l'homme le plus riche de Russie derrière un centre d'art en construction à Moscou, embarqué pour un tour du monde de l'art. Quelle sera la situation à Hong Kong en mars 2020 ? Difficile de spéculer selon la porte-parole d'Art Basel, Dorothée Dines. Elle assure en tout cas que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des visiteurs, faisant ainsi référence au mouvement pro-démocratie et aux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans la région depuis plusieurs mois. Le magnat du gaz Leonid Mikhelson, proche de Vladimir Poutine, a dévoilé les travaux d'un futur centre d'art à Moscou, la Fondation VAC. Le bâtiment signé Renzo Piano devrait ouvrir en septembre 2020. Avec une collection estimée à 200 millions de dollars, quelques Francis Bacon, Modigliani ou encore Kandinsky devraient trouver refuge dans la fondation. Un atout pour Moscou qui ne pèse pour l'instant pas lourd sur le marché de l'art contemporain. Des artistes originaires du Moyen-Orient n'ont pas pu assister à l'ouverture de leur propre exposition au MoMA de New York. La raison ? Le travel ban de Donald Trump, un décret qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 6 pays à majorité musulmane. L'exposition, qui traite des conséquences du conflit américain au Moyen-Orient, regroupe 80 artistes, en majorité originaires d'Irak, du Koweït ou du Liban. Rouba Katrib, l'une des commissaires, déplore que les œuvres d'art aient parfois plus de facilité à voyager que les artistes eux-mêmes. Deux tableaux du collectif français Obvious, conçus par un algorithme, ont été vendus aux enchères par Sotheby's à New York. Achetés 25 000 et 16 000 $, ces ventes révèlent un intérêt certain pour l'intelligence artificielle dans l'art, même si on est bien loin des 432 000 $ déboursés pour le portrait d'Edmond de Bellamy chez Christie's l'année dernière.
À Venise, après 2 semaines d'inondations historiques, c'est l'heure du bilan matériel. 50 églises ont été endommagées, l'eau a perturbé l'équilibre des colonnes de la basilique Saint-Marc, particulièrement touchée, mais aucune œuvre d'art n'a été compromise. Le maire de la ville estime que le bilan financier des réparations devrait atteindre plusieurs centaines de millions d'euros. 31 pays, 180 galeries, 213 exposants. Paris Photo avait lieu du 7 au 10 novembre dernier. Retour sur la 23e édition de la première foire mondiale dédiée à la photographie avec Marc Bénessonnier. C'est tout ce que vous avez raté. Paris Grand Palais, 23e édition, 23e rendez-vous pour les aficionados de la photographie. Et cette année bat encore des records, une hausse de 2,5% par rapport à 2018. Mais pourquoi l'événement est-il devenu un incontournable des galeries d'art ? Pourquoi c'est important pour une galerie de faire Paris Photo ? Paris Photo, c'est une des foires les plus importantes en termes de photographie dans le monde entier. Pour une galerie de photographie, être présent, c'est indispensable. Ça nous permet de montrer des choses qu'on ne montre pas à la galerie, de chercher des petits trésors. Les enjeux, en fait, chaque année, c'est de montrer une nouvelle sélection des photos, de représenter un maximum d'artistes, de photographes, mais surtout de représenter un maximum de tendances différentes et des générations différentes au sein de Magnum. Well, Paris Photo is like the Art Basel of the photo world. It's everybody of any import comes here. Pour nous, c'est essentiel d'être présent afin de pouvoir présenter nos artistes aux collectionneurs internationaux, mais surtout à toutes les institutions qui viennent du monde entier. Ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de renouveler le regard chaque fois sur ce qu'on peut présenter. Des stands sold out, la photo se porte bien. Mais pas seulement, Paris Photo, c'est aussi l'édition, pierre angulaire de la manifestation. Ça fait vraiment partie intégrante de l'ADN de Paris Photo que d'avoir des éditeurs sur la foire. Nous en avons cette année 31 qui viennent de 9 pays différents. Le livre est un vecteur essentiel pour promouvoir la photographie, pour la faire connaître. Et fait assez exceptionnel cette année, nous avons 330 signatures d'artistes en 4 jours. Donc je vous incite vraiment à venir échanger un petit moment avec ces artistes et repartir avec un ouvrage dédicacé. Why is it important for you to do this signature and to meet your public? I mean, first off, the benefit of signature is you sell some books and you get to meet the people that are buying your books. And you know, you cannot take these people for granted. So it's nice to have a chance to meet them, say hello, do a selfie. So yeah, it's an important part of the whole process of being a photographer. C'est quand même assez unique d'avoir un rapport aussi précis et constant à l'édition qu'un artiste est... Moi, mes projets, ils sont très liés au texte. J'ai très peu de projets qui soient silencieux. De faire un livre, c'est aussi une manière de faire un objet à la portée de plus de bourses que l'œuvre. Outre les stands, la richesse de la foire réside aussi dans un parti pris artistique. Vous êtes en charge de la direction artistique, donc il y a un petit peu le nerf de la guerre qui va permettre de plaire au public, aux collectionneurs, aux institutions. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre cette année ? On a dédié notre secteur Curiosa qu'on avait créé l'an passé. On l'a dédié cette année à l'émergence et c'est notre grande nouveauté. On a invité le commissaire Osei Bonsu qui a été nommé depuis commissaire à la Tate. Voilà, on en est très heureux et on a 14 projets qui montrent la vitalité de la création, de la jeune création. Nous étions à 2 doigts de rater une performance d'une des artistes de la sélection Curiosa. Bonjour, on était coincé avec Christophe. Ah mais il fait beau en plus. Donc là on en est à la moitié à peu près. Il est... Midi, pile. Il est midi 2, il reste 8 minutes. 8 minutes et à chaque fois c'est 20 minutes de... Ouais, c'est 20 minutes de pause, donc entre 11h50 et midi 10. Ça me force à sortir quand même... Où que vous soyez. Où que je sois. Et combien de temps ce protocole ? J'ai commencé en 2017. J'ai eu cette idée de travailler, de faire une sorte d'inventaire de mes jours sous forme de cyanotype en fait. Où souvent les gens pensent que j'ai vraiment pris une photo du ciel, alors qu'en fait j'ai... Quelque part oui, mais c'est pas une photo que j'ai prise avec mon appareil. Belle édition 2019 donc, et 2020 présage une belle surprise. Et alors, excellente nouvelle pour les fans de Paris Photo, vous avez réussi à brander Paris Photo, qui va maintenant être Paris Photo New York aussi. Pourquoi cette volonté d'ouverture ? Pourquoi ce rendez-vous maintenant aux États-Unis ? C'était une suite logique ?
Oui, absolument. En fait, les deux marchés essentiels de la photographie sont à Paris et à New York. Il y a une très forte attente de la part de nos exposants, de la part des collectionneurs, puisqu'il y a à New York un tissu extrêmement riche de galeries, de fondations, d'institutions, de musées. On va essayer de rassembler tout cet écosystème dans cette ville extrêmement énergisante qu'est New York. Voilà, première semaine d'avril, Pier 94, on vous donne tous rendez-vous. Drôle, parfois beau, souvent engagé, l'art est aussi sur Internet, c'est la Minute Web. Qu'Alexander a l'œil, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur son compte Instagram, il s'amuse avec des collages plutôt audacieux. La recette de son succès, un soupçon de pop culture, un peu d'engagement et une touche de sexy attitude, tout en suggestion. On en redemande. Gaspard Lieb est un street artiste établi en Normandie, spécialiste du collage. Au moment des marches pour le climat, une jeune fille avec un masque à gaz est apparue dans les rues de Rouen, une image qui a pris tout son sens après la catastrophe de Lubrizol. Ni une ni deux, l'artiste a réitéré son collage, cette fois en grand format. Un autre street artiste, Doha, s'était lui aussi fait remarquer après l'incendie de l'usine, avec un Homer Simpson à l'allure un peu idiote, les bras en l'air, indiquant que tout allait bien dans les rues de Rouen. Impossible d'être passé à côté de cette série phare dans les années 90, une nounou d'enfer. Et bien 20 ans plus tard, des petits rigolos se sont amusés à comparer les tenues de Fran Fine, la nounou, souvent très originale, à des œuvres d'art, de Yayoi Kusama à César en passant par Jeff Koons, et en plus entre nous, c'est plutôt réussi. Le célèbre photographe Alex Hott, membre de l'agence Magnum depuis 2004, donne des cours en ligne. Il y présente les différentes techniques et approches qu'il utilise dans ses récits photographiques. L'occasion de découvrir l'art du storytelling. 19 leçons en vidéo sont à retrouver sur le site de l'agence Magnum, le tout pour 99 $, environ 90 €. Rich McCord est plus connu sous le nom de Paper Boyo. Depuis des années, il s'amuse à détourner des monuments du monde entier avec pour seuls instruments du papier noir savamment découpé et un téléphone portable. C'est drôle, très bien fait, si bien qu'un certain Will Smith est apparu il y a peu sur son compte Instagram. Art News, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal.